Même si tous les ans on plante, on fait du blé, de l'orge et qu'on revient pareil, il y a une diversité dans notre évolution annuelle. Parce que, planter une graine, ce n'est pas que planter, dire voilà, je prends un appareil, je la mets en terre. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et se confier sur la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. À Fontaine-Simon, sur la route qui mène de Manou à Mossé, se dressent sur la gauche de hauts murs derrière lesquels on devine une grande bâtisse. De l'autre côté de cette même route, en plein champ, aussi inattendu que cela puisse paraître, on peut voir un manche à air, un hangar et, avec un peu de chance, de tout petits appareils posés dans l'herbe qui se préparent à décoller. La première est la ferme fortifiée de Manouillots, et le second, l'aérodrome du même nom. Pour Perchissime, je suis allée à la rencontre du propriétaire des lieux, Frédéric Mercier, qui m'a reçue avec beaucoup d'enthousiasme, et je suis très heureuse de partager avec vous la riche conversation qu'il m'a offerte. Vous l'entendrez raconter entre autres son enfance à la ferme et la façon dont l'exploitation agricole dont il a hérité a radicalement changé en 50 ans. Frédéric nous parle aussi de sa passion pour le pilotage, bien sûr, et des multiples activités, pour certaines totalement insoupçonnées, qu'abrite son aérodrome. Enfin, il se livre sur son rôle d'élu au conseil municipal de Fontaine-Simon et sur ce que sa fonction lui apprend chaque jour. Il est beaucoup question de transmission dans cet épisode, et je suis heureuse que Perchissime puisse, à sa façon, contribuer à transmettre le savoir de ceux qui sont nés dans le Perche et qui connaissent le territoire par cœur. Bonjour Frédéric. Eh bien bonjour. On est à la ferme de Manouillots, chez vous. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me parler de cet endroit ? C'est votre ferme familiale. C'est une ferme fortifiée qui est de 1665 construite. Et j'ai réussi à retrouver un peu l'arbre généalogique de la construction de cette ferme. Waouh. Et ça a passé de main à peu près de famille en famille, à peu près tous les 150 ans. Okay. Et la famille est rentrée propriétaire en 1890. Et après, par une succession, alors de frères, de sœurs, des partages qui se sont bien passés, des partages qui se sont mal passés. La vie, quoi. Et comme disait mon grand-père, une famille unie, c'est une famille qui connaît pas les partages. Je vois. Et suite à cela, on est d'une lignée d'enfants uniques. D'accord. Comme ça, dans les transmissions, il n'y a pas de problème. Donc, il y a le même pendant de cette ferme-là, qui est actuellement sur Mossé, et qui s'appelle le cochon grillé anciennement, parce que c'était une transformation en restaurant, mais c'est la ferme de la Grand Maison. Alors ça, c'est ma cousine, Caroline. D'accord, très bien. Et donc, vous dites le pendant parce que parce que c'est la même identique. Okay. Et la seule chose qui nous différencie, c'est le pigeonnier qui est actuellement ici, qu'elle n'a pas. Mais dans la maison elle-même, le carrelage, la disposition des pièces sont à peu près identiques. Ah, c'est étonnant quand même. Donc ça a été construit au même moment, probablement par les mêmes. Exactement. D'accord. Ouais. Elle est un peu plus vieille. Et un arrière-grand-père, quand il l'a donc racheté, les deux frères se sont dissociés là, et dans les enfants, le partage a été fait à ce niveau-là. Donc ferme fortifiée, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Il y a des Alors remparts. Ferme fortifiée, ça veut dire qu'à l'époque, c'était des nobles qui étaient dans cette structure-là. Ils fortifiaient comme un château fort. Ouais. Alors il y avait des douves qui sont là actuellement, qu'on pourra apercevoir tout à l'heure.
Et il y avait donc des jardins avec des hauts murs. Ouais. Et ça, ces hauts murs-là servaient de fortification. D'accord. Et une ferme en carré, elle était fermée sur elle-même. Et donc, ce qui permettait de drainer l'arrivée de voleurs ou de quoi que ce soit à l'époque. Donc c'est de ça dont on se protégeait à l'époque, quoi. Plutôt. Voilà. Ouais. Après, il y a eu une légende qui est certainement à 99%, avec la relation de ces deux fermes-là, donc de la Grand Maison et de Manuyot, avec le château Vauban, parce que il y aurait soi-disant des souterrains qui seraient donc au départ de chaque ferme pour aller rejoindre le château. Alors ça, c'est une légende. Mais ça donne envie quand même de fouiller, là. Maintenant, vous avez dit ça. Par contre, dernièrement et pendant la période Covid, ma femme m'a fait toujours, depuis qu'on se connaît, une allocation dans un endroit, d'un jardin, un terrain qui était affaissé. Avec mon employé, on a creusé pour voir c'était quoi cet affaissement. On est tombé sur de la brique. On a dégagé ça au bout de 15 jours. On est tombé sur un escalier qui descendait comme un souterrain. Et on est tombé sur de l'eau, parce qu'à l'époque, il y avait de l'eau. Mais à l'été, c'est vide. Et on s'est engouffré dedans. Et on a un tunnel, mais avec un arrêt. Et après une recherche auprès du parc naturel du Perche, c'était sûrement un départ de souterrain, justement, pour se calfeutrer. Et ces endroits-là, après, ont été exploités, dans les années après, ce qui s'appelle des cluseaux. Tout le système des pluviales des bâtiments était remise dedans pour faire des regards à eau ou des citernes à eau. On l'a restauré et on peut y accéder l'été pour entrer dedans. Et il fait frais l'été sans doute. Donc vous avez grandi ici? Alors je suis né, ma maman est née ici et moi pareil. On a grandi, ma maman ici, elle aura fait quasiment 80, elle est toujours vivante, 89 ans. D'accord. Et moi, j'espère suivre la même lignée, avec le facteur de probabilité qu'on ne sait pas. Mais oui, je suis né là et j'ai fait toute ma scolarité sur Fontaine-Simon. Voilà. C'est comment de grandir à Fontaine-Simon? Comme des périodes de jeunesse avec des copains, des parcours de vélo qu'on a pu faire dans les allées du jardin, et puis aller au travers des chemins de Fontaine-Simon, communaux, à la rivière pêcher. Voilà, donc c'était tout un environnement avec cette jeunesse. Donc voilà. Donc vous connaissez super bien le territoire en fait. Pour l'avoir arpenté enfant, à oui, vélo, oui, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la mairie, ils sont venus me chercher en tant qu'adjoint, parce que je connais le territoire. Alors, je connais pas toutes les niches, mais j'en commence à en connaître maintenant avec de l'expérience. Tous les petits recoins. Si vous connaissez même les souterrains, c'est sûr que c'est imbattable là. Et donc vous héritez d'une exploitation agricole. Alors tout à fait, c'est ça. J'hérite d'une exploitation agricole qui était à l'époque, il vivait en autarcie, où il y avait donc au moins une vingtaine d'employés. Donc c'était à l'époque des chevaux percherons. Qui vivaient ici à la ferme. Qui vivaient ici, tout le monde vivait ici. C'était une grande famille, on va dire. Et il y avait donc un boulanger. Ah oui. Sur place. Donc avec un four à pain que j'ai restauré. Il y avait un jardinier qui gérait donc le potager, l'herbe fruitier. Il y avait des bonnes. Il y avait un gars qui triait les chevaux. Il y avait un balayeur de cour. Il y a le gars qui s'occupait à berger pour les moutons. Wow. Et donc, il vivait sur une exploitation qui faisait à peu près une 60aine d'hectares. Donc, c'était un village dans le village, en fait. Tout à fait, c'est ça. C'était un village dans le village. Et c'était un peu comme une fratrie parce que, alors après, moi, je suis pas si vieux que ça, mais à l'ère commençait à arriver donc la mécanisation. Ce sentiment-là existait. Enfin, il y avait beaucoup moins de personnel, mais il y avait encore du personnel. Et je mangeais, moi, il y avait donc un réfectoire avec les salariés. Et je mangeais avec les employés, les salariés. On faisait du Lego, des trucs comme ça. Et j'ai commencé à conduire sur des petits tracteurs à 9-10 ans. Donc, et puis le soir, au départ, la télévision. Les premiers balbutiements de la télévision noir et blanc. On était tous comme dans une pièce de théâtre, assis en rond devant la télévision, qui était un objet fantastique. Bien sûr. Et on regardait donc la télévision et la chaîne, Roger Lanzac, la piste aux étoiles, et on faisait des parties de cartes. C'était
on va dire une convivialité qui est peut-être un peu oubliée aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a combien d'employés aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je n'ai plus qu'un employé, mais à mi-temps. Parce que j'en ai pas besoin. Bien sûr. Je suis, alors, à l'époque, alors, faut remettre ça aussi, à l'époque, il y avait de l'élevage. Vaches à lait, taurillons, moutons, cochons, veaux à lait. Donc, ça reflétait une diversité animale. Les poules, les lapins, et puis une culture à côté de ça, mais dans la culture, il y avait très peu d'espace pour le blé, pour la commercialisation. C'était surtout d'autoconsommation pour le bétail. Ouais, bien sûr. Voilà. Après, dans les années 70, ça a évolué dans le sens que mon père a perduré la vache laitière. Et en 78-79, déjà, les premiers balbutiements de la défaillance laitière en France, où que la rémunération du prix du lait par rapport à la masse salariale a commencé à être en compte négative, ce qui fait que mon père a dit j'arrête. Et donc il a vendu les vaches et tout l'argent du capital des vaches l'a investi dans de la terre pour se ragrandir et drainer aussi. Voilà, parce qu'on est dans une période le Perche qui est, même si avec le réchauffement climatique, reste un endroit assez pluvieux et humide. Donc vous n'avez plus d'animaux aujourd'hui dans la ferme? Il n'y a plus d'animaux depuis 79. D'accord. J'ai réinstauré les animaux il y a 7-8 ans, mais alors c'est plus de l'ornement. C'est donc des moutons d'éco-pâturage, des poules, des pintades et des chèvres. Et qu'est-ce que vous produisez? Alors je produis 100% de céréales. Et dans ces céréales-là, c'est que des céréales à vocation de commercialisation alimentaire. Donc c'est de l'orge, alors une partie d'orge qui est transformée brassicole pour faire l'orélienne. La bière. Donc là, on la vend à un organisme qui après vont passer sur un malteur. Alors c'est des petits contrats. Après, il y a du blé 100% boulanger, donc il doit respecter des normes, et du colza alimentaire pour l'huile. Sur des terres qui se situent autour de la ferme? Alors oui, voilà, on va dire 80% de la surface est dans un périmètre d'1,5 km autour de la ferme, et après, on va dire les 20% restants sont disséminés sur la commune de La Loupe et une autre dans l'Orne, mais à Moutier-au-Perche qui a une quinzaine de kilomètres. C'est fou comme l'exploitation a évolué en quelques dizaines d'années. Ça a changé du tout. Il fallait qu'on fasse une photo avec des années 60, où on voit que c'était un pays bocage. Il y a eu des primes à l'arrachement de la haie, des primes d'arracher même les arbres, au bénéfice d'une agriculture intensive. Et c'est là que le bouleversement, on va dire, de pollution écologique qu'on a aujourd'hui, commence à apparaître dans les nappes phréatiques. Après, le problème de l'agriculture, c'est que nos parents n'avaient peut-être pas forcément un enseignement secondaire évolué, ce qui fait qu'on a pris ces gens-là pour des salariés à la ferme, et il y avait des fermes phytosanitaires à travers de commerciaux qu'on chargeait un peu la mule, dans le sens que c'est comme un médecin qui vous prescrit un diagnostic. Et puis derrière, mais il y avait quand même un bénéfice de faire une marge sur le produit, et on a balancé des produits à l'époque, certainement peut-être bien, mais mal appropriés dans les quantités, et ce qui a fait donc naturellement la pollution. Alors là aujourd'hui, c'est différent. On est rentré dans une autre ère, et moi depuis on va dire une quinzaine, depuis 2000 on va dire, on est rentré dans une autre agriculture, mais malgré ça correspond pas encore dans les co-régimes qui veulent nous faire rentrer. Et là, il y a un conflit, à mon avis. On va avoir un problème agricole en France dans les années à venir, dans le sens que on va nous appliquer des éco-régimes un peu trop drastiques avant de trouver une transition qui pourrait faire un accompagnement. Voilà. Après, ça, c'est mon avis à moi. Mais en 92, il y avait 1,2 million d'agriculteurs. Aujourd'hui, on est moins de 400 000. Il va y avoir encore de la casse. Et puis, il y a un problème de renouvellement de la génération, que vous êtes une espèce rare. Ça va être rare et ça va être encore plus rare.
Et puis la motivation d'aller voir les gens à la ferme, ça va être compliqué, je pense. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier d'agriculteur ? Je sais que vous avez d'autres fonctions, mais la diversité. Ouais. On ne fait jamais la même. Même si tous les ans on plante, on fait du blé, de l'orge et qu'on revient pareil, mais il y a une diversité dans notre évolutions annuelles. Parce que, planter une graine, ce n'est pas que planter, dire voilà, je prends un appareil, je la mets en terre. Ça engendre beaucoup de calculs. Malgré ça, le citoyen qui voit ça, des fois dit oui, c'est pas compliqué de mettre une plante, une graine en terre. Mais si, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont évolué, dans le sens de la profondeur, voir tout ce qu'il y a après au niveau de la structure et la texture de la terre, comment faire pour bien améliorer sa terre, ne pas non plus la polluer. Donc voilà, il y a plein de choses sur lesquelles il y a beaucoup d'outils aujourd'hui informatiques, et on fait de tout. Donc on fait de la mécanisation, on a un atelier de mécanique pour faire de la réparation, donc ça va de la soudure, modifier des pièces, pour éviter de passer pareil, c'est de l'autarcie aussi dans la mécanique. Après, on a aussi toute la gestion de l'entreprise, parce qu'une ferme maintenant c'est une entreprise sous laquelle il y a des charges et il faut essayer de voir dans quelles proportions on peut réduire, voir les améliorations, et la vente aujourd'hui qui est très compliquée. Aujourd'hui, la vente, on est sur le marché mondial avec du matif. Alors, c'est plus ou moins de la bourse. Et là-dessus, j'étais encore, il y a une réunion il y a 8 jours, justement, comment améliorer ces ventes à travers ces flux mondiaux qui peuvent partir à la baisse, comme ils peuvent partir, comme on l'a vu il y a 1 an, sur un phénomène, on dit la guerre de l'Ukraine, mais ça peut être aussi un phénomène météorologique. Qu'on ne maîtrise pas du tout, quoi, c'est ça. Pour une crise qui peut qui est arrivée ou qui peut arriver, et ça y est, ça flambe. Donc, il y a tellement de peu de stocks mondiaux, qu'aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, vous pouvez avoir du blé à 200 € qui peut monter jusqu'à 400. Et ça, c'est très compliqué. Ouais, je comprends. J'ai l'impression que c'est un métier très solitaire. Oui, tout à fait. Il y a pas beaucoup d'échanges avec le voisinage. Ça, c'est dramatique. C'est ce qui crée la mort de l'agriculture pour moi. Il y a il y a des esprits CUMA, on va dire, ce qui est donc comme une coopérative d'union de matériel agricole, qu'on appelle. Alors après, c'est vrai que on peut acheter du matériel en commun, mais il faut bien s'entendre, parce qu'entre des gens maniaques et des gens pas maniaques, ça peut créer des conflits. Mais c'est vrai que la mentalité agricole, ou alors ce serait la mentalité française, je sais pas. Mais non, il n'y a pas beaucoup d'union là-dedans. Ça, c'est dramatique. Alors, si vous deviez, peut-être que vous le faites d'ailleurs, convaincre un jeune aujourd'hui, ou moins jeune d'ailleurs, qu'est-ce que vous diriez pour convaincre quelqu'un de faire le même métier que vous ? Je dirais courage, fuyons. C'est vrai. Personnellement, souriant, alors j'y crois pas. Je suis un peu battant, mais là, j'y crois pas beaucoup. C'est vrai. Alors, est-ce que c'est une parenthèse que je voudrais mettre qui va peut-être rester momentanée ? Mais là, j'ai du mal à me projeter. C'est vrai. Personnellement, pour un jeune aujourd'hui, faut vraiment avoir la vocation, il faut vraiment y croire. Alors après, est-ce que c'est parce que j'ai dit ça y est, ma retraite est actée. 31 juillet 2023, c'est la retraite. Je suis contente de vous parler aujourd'hui alors, parce que dans quelques semaines, c'est fini. Je suis en train de transmettre mon bien à mes enfants, qui vont m'embaucher, parce qu'il va y avoir une transition aussi là. Et qui après, on va essayer de voir avec un voisin, sur lequel je fais de la mécanisation chez lui, et ses enfants qui feront peut-être l'entreprise au bénéfice de mes enfants. Mais oui, il va y avoir une transition là, et elle est en cours. Ça se prépare tout ça, quoi. Ça se prépare, ça se prépare juridiquement, financièrement, sur plein de choses. Toi, mon ami, toi qui croises ma vie, toi que je connais, toi l'étranger,
voulez transformer un champ à vous, c'est ça? Alors voilà, un champ, qu'on appelle maintenant un îlot, Ouais. au niveau de de l'agriculture. J'ai prélevé 7 hectares. D'accord. Alors pourquoi 7 hectares? Parce que la parcelle, elle faisait 1200 mètres de long. Donc j'ai dit, si je mettais que 600 mètres de piste, ben, ça me faisait faire un raccoin de champ. Donc, et puis qui peut le plus, peut le moins. J'ai mis 1200 mètres. Ce qui m'a ouvert beaucoup de portes. D'accord. Parce qu'à travers, après la création, au fur et à mesure que j'ai pu voler, il y avait une manche à air, un hangar, et ça a été vu. Mais vu par qui? Par tous les appareils aériens en l'air, mais de qui? L'armée. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, tiens, cette piste-là, elle nous intéresserait pour faire des opérations tactiques. Alors ça signifie quoi en fait? Alors ça signifie que je suis propriétaire, alors il y a de la piste, mais l'armée, sous mon bon vouloir, ils m'appellent avant, ils peuvent s'en servir. Et ça arrive. Ah oui, il n'y a pas longtemps encore. Ok, d'accord. Tout le mois de février dernier, pendant 48 heures, jour et nuit, on a fait des opérations tactiques d'appareils militaires avec du largage de nuit. Ok. Et personne n'a rien entendu. Bah non, Ah, vous me voilà. l'apprenez, j'habite à Comme, côté. comme quoi les militaires travaillent, Ouais, on peut se déplacer dans un D'accord. silence total. Ok. C'est l'ère de maintenant de l'Airbus A400M. Le projet, c'est de le poser. Mais Alors, c'est un énorme truc. Ah ben oui, c'est un énorme truc, ça Et fait c'est- 120 tonnes, D'accord. ça fait 50 et quelques mètres d'envergure. Et votre piste peut l'accueillir. Oui. Ok. Et vous faites des baptêmes de l'air. Alors, on fait des baptêmes de l'air. Ouais. Donc, on a plusieurs clubs sur l'aérodrome. Alors déjà, il y a un club 3 axes. Donc, 3 axes, ça veut dire avion, on va dire. Mhm. Mais dans l'avion, il y a l'avion et l'ULM 3 axes. Ensuite, après, on a un club paramoteur. Donc, c'est comme du parapente, mais nous, on n'a pas les montagnes dans le Perche, mais pas sinon assez haut. Avec les collines suffisent. Donc, il y a un petit moteur qui est propulsif et qui nous sert à monter en l'air et le couper et aller après naviguer au gré du vent. Après, il y a un club modélisme. Ça va du petit avion de chasse fait à la main avec des réacteurs. Et c'est très très fragile, mais c'est magnifique. Mhm. Donc des copies de Rafale, des copies d'avions de chasse, des copies d'hélicoptères, des copies d'avions de ligne, mais qui sont faits vraiment, de loin, vous croyez à un vrai. Hein. Donc, si on veut faire un baptême de l'air, Alors, si vous ici voulez à faire un baptême de Fontaine-Simon. l'air, il y a plusieurs formules. On a la formule découverte du parc naturel du Perche. Alors ça, c'est une formule lambda. Celui qui ne connaît pas du tout la région, donc on décolle pour un baptême de l'air d'une demi-heure. On prend, alors selon le prix de la pompe, entre 65 et 70. Là, ça a descendu, donc on est plus dans les 65. Là, donc on décolle de l'aérodrome et dans un périmètre de 12 km. Ouais. On fait tout un tour. D'accord. Donc on décolle de Fontaine, on va direction Château-des-Vaux. Ouais. Après, on part sur le nord de la Loupe, enfin le sud de la Loupe. Enfin, non, avant la Loupe, on fait à côté les écluses de Boisard. Ouais. Et après, on part sur les deux petits étangs qui sont magnifiques sur Saint-Victor-de-Buton. On part après sur Bretoncelle. Alors là, c'est plus vallonné. On voit la différence du Thymerais qui est direction d'Igny et du Perche qui commence à les premiers balbutiements donc sur comment dire Bretoncelle, Ouais. Moutier. On revient par les étangs des personnes où entre guillemets Je connais pas. Ouais. la rivière de l'Eure prend sa source. Oui, d'accord. Ok. On passe au-dessus de la Fertividame où il y a le parc Citroën Uh-huh. et on revient par Senonches et voilà, la boucle est faite. Super. Et ça, Ok. c'est une demi-heure en gros. Et donc vous faites ça en été, On fait ça tout le temps. toute l'année quand Alors, la météo le permet, quoi. Quand la météo le permet, quand la visibilité le permet, et selon les activités professionnelles de chacun. Parce que moi, en tant qu'agriculteur, le mois de juillet, c'est plutôt du baptême de moissonneuse-batteuse. Comme vous Alors là, dites. je me fais seconder par des professionnels autour de mon administration Vous de connaissez. hangar pour pouvoir les faire. Super. Donc vous volez encore vous-même. Oui, et je fais de l'école de pilotage. Qu'est-ce que vous préférez dans le fait de piloter? Qu'est-ce qui Transmettre. vous plaît encore? Ouais. Et là, aujourd'hui, j'ai une femme Ouais. qui c'est la commune de Bellomère et qui est la femme d'un ami qui est dans le départ d'une concession agricole et qui a, à travers le baptême de l'air, a fait que voilà, j'essaierai bien. Ouais, super. Donc je l'ai en cours de formation. Alors, je pose d'habitude une question à mes invités qui est quels sont vos 3 endroits préférés dans le Perche? Et j'ai envie de vous demander quels sont vos 3 endroits préférés du Perche, mais vus du ciel. Vous qui l'arpentez régulièrement. Ah, toute la région de Saint-Victor, Ouais. Vichères, ça c'est joli. Et toute la région de Bélem.
C'est pays bocage, pays normand, on va dire, même si on n'est pas dans le normand maintenant, mais c'est des petits pâturages, les prés, les clôtures, vous voyez les vaches, il y a encore une biodiversité. En 2 minutes de vol, vous voyez là le relief qui change, vous voyez les rivières, vous voyez plein de choses, et de là-haut, tout paraît propre. Et vous vous considérez comme percheron? Ici, on est Oui, percheron. Oui, tout à fait. Si. Alors, on est percheron. Alors, après, la dénomination réelle, on est percheron. Après, le relief, je vous dis, on est, alors, ce qu'on dit, nous, dans notre jargon, matinée cochon d'Inde. J'ai jamais entendu ça. Eh ben, si, c'est ma grand-mère qui disait ça. D'accord. Eh ben, parce qu'on est en pied de marmite, il y a le Perche qui est, là, on décolle de là, et tout de suite, on passe dans l'Or, parce qu'on est dans le nord-ouest du département, et on décolle, on arrive à aller 2 km plus loin, allez, même pas 30 secondes, dans le département de l'Orne. Donc, et là, on voit le relief, tout de suite, c'est flagrant, et là, on est assis entre, la Beauce, le Thymerais et le Perche. Donc, c'est vraiment la conjoncture du départ vraiment du Perche. Et la culture n'est plus du tout la même, parce que la façon de cultiver, quand vous avez des reliefs, le matériel n'est plus le même. Ouais. Donc vous êtes élu au conseil municipal de Fontaine-Simon. Je suis élu municipal, je depuis suis adjoint. 2020, c'est ça? Depuis votre premier mandat, je crois. C'est mon premier mandat. Ouais. Alors comment on tombe dans la marmite? Une personne est venue me voir en me disant, Fredo, on manque de personnes. Mais je dis, mais Fredo, il a du boulot. il a plusieurs métiers déjà. Ça, c'est la responsabilité n'en détient qu'à mon père et à cette personne qui est venue me démarcher en me disant, vous avez qu'à le mettre, puis on verra bien. C'est comme ça que ça se passe. Alors, mais c'est tout à fait ça. Bravo. Mais je vous assure, c'est la vérité. Et après, j'ai été pris dans le wagon, mais sans plus y croire, on va dire. Et puis dans les élections, on est passé en bloc. Ouais. Et puis j'y suis arrivé adjoint, et je devais pas être adjoint. Enfin bon, donc on m'a donné cette place, cette fonction, on va dire, qui est moi dans l'assainissement et dans l'eau. Et putain, vaste sujet. Oui, on est en plein dedans. Et voilà, donc je n'y connaissais rien du tout. Donc je me suis imbriqué des après-midi entières avec la secrétaire pour savoir comment fonctionnait une mairie. Ça refait à peu près une entreprise. Oui. Après, c'est tout ce qui est domaine de subvention, des appels de subvention. Donc voilà. Là, le juridique est beaucoup juridique parce que on peut pas. C'est pas comme une entreprise où on est chez nous et dit tiens, je fais ça. Et non, là, c'est je décide de le faire, je crée une commission. Dans la commission, j'appelle les élus de la commission pour en discuter et on le soumet à un conseil municipal pour avoir l'aval. C'est comme ça que ça marche. On peut pas démarrer bille en tête comme ça. Je fais ça. D'accord. Donc, et heureusement, ça crée des pare-feux. Ça, faut pouvoir s'y imprégner. C'est pas facile dès le départ. Donc on apprend parce qu'on a envie de le prendre à cœur et dire mais ce que je pense est bien, est vrai, mais pas forcé. Donc là, c'est une soumission, mais pas une soumission dans le sens soumis, mais le fait d'avoir une réflexion autour d'un groupe de personnes, de dire voilà ce que je pense faire. Le problème, c'est la vie communale avec l'argent qu'on a de moins en moins. Moi, je parle dans le domaine de ma fonction au niveau de l'eau, qui est très compliqué. Ça va être un domaine qui va être problématique dans les années à venir, dans le prix que ça coûte, parce qu'on dit aujourd'hui on vend l'eau, mais l'eau elle est gratuite dès le départ par le pompage, mais tout l'acheminement il est payant. Donc, donc vous avez appris plein de choses depuis. Oui. Depuis que j'ai appris que j'étais râleur. Si, parce que comme tout le monde, on rouspète. Le français moyen rouspète. Ouais, la commune fait pas ci, la commune fait pas ça, il devrait faire ceci, il devrait faire cela. C'est vrai, on se rend pas compte. Alors on dit, mais il s'en est des couillons, ça. Pourquoi ils font pas ça? Mais quand vous y êtes dans la machine, vous n'avez plus la même réflexion. Parce que la vie communale, c'est très intéressant, très instructif, mais c'est pas facile. Et on fait
avec ce qu'on a. Ouais. Et quand on n'a pas grand-chose, ben on fait pas grand-chose. Ouais, je comprends. Alors on essaye de faire marquer notre passage, comme tous les conseillers, enfin tous les conseils municipaux précédents, mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, bah, on se fait vite retoquer. Ouais, la marge de manœuvre est faible, c'est ça? Elle est de plus en plus faible. Ouais, d'accord. Okay. Je comprends bien que c'est une fonction qui est difficile, la marge de manœuvre est limitée, votre fonction au conseil municipal, mais qu'est-ce que vous aimez là-dedans? J'ai assisté malgré moi à une ou deux conversations, vous avez des coups de fil, vous êtes dedans, là, je sens bien que ça vous tient à cœur. Oui, bah, les aléas de la vie, comme on dit, donc les aléas communaux. Vous aimez bien que les choses soient justes, hein, en fait, c'est ça? Oui. Ouais. On le sent bien. Juste, alors après, voilà, mais oui, j'aime bien les choses justes, tout à fait. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter avec tout ça? Une bonne retraite. Ouais. Non, mais. Non, c'est une retraite sans une retraite, mais voilà, mais c'est une retraite. On va dire, je sais pas comment je pourrais en. Il me semble qu'elle va être active la vôtre. Non, je la prends en tant que telle, mais dans le milieu du travail, mais je vais transmettre à mes enfants, mais au jour d'aujourd'hui, je veux pas les imbriquer dans la ferme parce que ça sera pas viable. Donc je veux que ce soit un support de capital que j'ai investi qui puisse être transmis, conservé. On sait jamais, peut-être qu'ils auront des enfants, parce que je suis pas encore grand-père, hein, mais peut-être qu'un des mes deux enfants aura peut-être un fils ou une fille et qui sera dans le milieu agricole. Et je m'aperçois que des fois, 15 ans après, il y a des jeunes, ils reviennent au milieu de leurs origines, la terre. Merci beaucoup, Frédéric. Non. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Cet épisode se termine et j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez contacter Frédéric pour organiser un baptême de l'air, par exemple, appelez l'aérodrome de Manouillo au 02 37 81 87 14 ou bien écrivez-lui à frédéric.mercier@wanadoo.fr. Attention, Frédéric se termine par un C et un K. La chanson que vous entendez vers la 19e minute s'appelle « Toi ». C'est une composition originale du duo Cahouette que je salue au passage. Et puis, si vous aimez Perchissime, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à suivre son actualité sur Facebook, sur Instagram ou sur le site perchissime.fr. À très bientôt.